Bonjour et bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé et Naturopathie. Je suis Jean-Brice Stivan et vous êtes donc sur une chaîne de réflexion consacrée à tout ce qui concerne l'hygiène de vie, l'alimentation, entre autres aujourd'hui, puisqu'on va aborder cette 4e vidéo consacrée à mes conclusions sur ce que j'ai appris après avoir fait donc mon expérience cétogène. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les ajustements que j'ai mis en place suite à cette expérience de 6 mois de cétogène. Alors, merci à tous ceux qui m'encouragent, qui me suivent, qui achètent mes formations et qui mettent en place ce que je propose et qui le vivent, voilà, pour améliorer leur santé. J'apprécie beaucoup. Donc aujourd'hui, en échange de tout cela, hein, de tout ce partage que vous faites avec moi, eh bien, je vais vous donner certaines conclusions et ajustements qui vont vous aider, vous aussi, à ajuster votre hygiène de vie. Alors, le fait d'avoir vécu cette expérience cétogène et puis aujourd'hui d'avoir pris un certain recul m'a permis de comprendre donc de nouvelles choses que je vais donc partager avec vous en gardant bien sûr mon objectivité et en vous partageant surtout les petites erreurs et donc alors c'est pas vraiment des erreurs mais c'est des choses qui nécessitent certains ajustements que j'ai mis en place. Voilà, donc sachez juste que je considère qu'il n'y a pas de meilleur régime alimentaire les uns par rapport aux autres. Ils ont tous quelque chose à apporter. Je ne pense pas que le crudivorisme, le frugivorisme soit foncièrement moins bon qu'un carnivore ou qu'un cétogène, même si pour moi, ce qui me convient le mieux aujourd'hui, c'est d'aller plus vers une alimentation de type, on va dire, plus ancestrale, basée plus sur l'alimentation, on va dire, basée sur les protéines animales. Mais sachez que aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse définir des règles aussi arrêtées que celles qui disent par exemple que l'homme est conçu pour consommer jusqu'à 3500 calories par jour, que nous sommes faits pour avoir au moins 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps, que nous sommes faits pour avoir 400 mg minimum de magnésium ou 100 mg de vitamine C par jour, etc. Il y a d'autres qui vont vous dire que nous sommes faits pour manger que des alimentations basées sur le crudivorisme, le cru donc, ou certains vont vous dire qu'il faut manger une alimentation à base végétale, d'autres plutôt des graisses, etc. Tout est faux, tout est vrai à la fois. Sachez simplement qu'il va falloir que vous trouviez, vous, les ajustements qui vous conviennent le mieux. Partez du principe que l'homme est doué d'adaptation et donc de compensation. Et ça veut dire que pendant un certain temps, nous pouvons tous nous tromper un petit peu, bien sûr pas dans une durée extrême et dans des, on va dire, quantités extrêmes, mais sachez que nous avons assez de ressources en nous. En particulier, sachez que si vous vous exposez au soleil, eh bien, vous allez avoir certaines transmutations hein, d'un élément à un autre, c'est-à-dire de certains minéraux, oligo-éléments à un autre, qui nous permettent de compenser certaines carences. Si à un moment donné, vous n'avez aussi pas assez de protéines dans votre alimentation, sachez que votre capacité d'autophagie, c'est-à-dire à recycler vos anciennes protéines pour en faire de nouvelles, vont compenser ces carences. Si vous n'avez pas assez de graisses saturées, mono ou polyinsaturées apportées à votre alimentation, ou même pas assez de glucides, sachez que votre corps est capable d'aller les trouver, de passer d'un élément à un autre sans aucun souci. Donc, moi, je ne consomme que très peu de végétaux. Je n'ai consommé que très peu de végétaux pendant un temps. Je ne pense pas que ce soit l'idéal pour tout le monde, mais mon corps s'est très bien adapté et ça m'a permis d'améliorer certains effets sur la qualité de mes digestions, mon intestin, etc. Mais je vous dis juste de trouver le juste dosage et à travers cette vidéo, je vais vous présenter les ajustements que j'ai faits. C'en est un exemple, mais vous allez trouver, vous, votre juste dosage. Il y a une règle quand même qui est nécessaire à comprendre et à bien intégrer, c'est que plus vous allez aller vers une alimentation restrictive sur la variété des aliments que vous consommez, c'est-à-dire plus vous allez supprimer une grande famille d'aliments. Alors certains vont supprimer céréales, légumineuses, d'autres vont avoir une alimentation sans viande, d'autres sans végétaux, comme dans le carnivorisme, d'autres sans laitage, etc.
plus il est difficile donc d'ajuster vos apports, qui vont donc nécessiter certaines compensations, soit sous forme de compléments alimentaires, de sel par exemple. Certains vont rajouter des vitamines, d'autres de la taurine, d'autres de la créatine pour compenser certaines suppressions de familles d'aliments. Moi, sachez juste que je ne conçois pas que l'on puisse se complémenter. Je pars du principe que si vous avez choisi un mode alimentaire, il ne nécessite pas de complémentation alimentaire pour être au top. Mais ça ne vous empêche pas de le faire et de vivre donc un mode alimentaire très strict, très exclusif et de vous de complémenter. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être bénéfique pour vous pendant un temps. Je dis simplement que sur de la longue durée, ça n'est pas un mode alimentaire qui va être adapté puisque vous êtes obligé de vous compenser. Alors, pour mon expérience cétogène, j'ai adoré, moi, le cétogène. Ce n'est pas parce que j'en suis sorti que ça a été une expérience difficile, pas agréable, et cetera. Pas du tout. Ça a été très facile à mettre en place, que ce soit pour ma vie sociale, mes sorties, que ce soit par rapport à la satiété, par rapport au plaisir que j'ai eu à manger. Voilà, tout ça, ça s'est vraiment très bien passé et si ça ne tenait qu'à moi, qu'à ça, je continuerai. Alors pourquoi j'ai arrêté? Je vous l'ai dit simplement parce que lorsque j'avais une pratique physique relativement intense, pas tous les jours, mais j'ai l'habitude de pratiquer régulièrement de l'activité physique, je trouvais que j'avais une énergie qui était moins bonne, j'étais moins performant, j'avais plus d'essoufflement et de palpitations et j'ai trouvé que cette petite réserve de glycogène que j'ai augmentée en prenant un peu plus de glucides là récemment, a fait toute la différence. Et c'est simplement pour ça que je ne suis pas resté dans une alimentation qui m'a mis en cétose nutritionnelle classique, hein, où vous êtes à des taux entre 0,5 et 1,5, 2 millimoles de cétone. Donc, cela ne remet absolument pas en cause l'intérêt que j'ai pour une alimentation cétogène stricte, surtout pour des personnes qui seraient malades métaboliquement, qui auraient des addictions au sucre, qui auraient intérêt à acquérir plus facilement de la satiété, pour stabiliser leur énergie, pour améliorer leur hémoglobine glyquée. En cas de syndrome métabolique en général, c'est vraiment un modèle alimentaire que je conseillerais à adapter, bien sûr, en fonction des gens. Mais dans tous les cas, pour ce type de problème-là, c'est vraiment un modèle très intéressant. Dans cette vidéo ici, je vais vous donner simplement des ajustements que je mettrai en place dans une alimentation à la fois soit low carb, celle que j'ai aujourd'hui, donc mes ajustements que j'ai mis en place, soit si vous voulez continuer du cétogène, mais un cétogène, on va dire, un peu donc ajusté, un peu moins strict peut-être, mais qui n'enlèverait pas totalement les effets thérapeutiques et intéressants que l'on recherche habituellement dans du cétogène. Je précise que l'objectif est toujours d'arriver à un modèle alimentaire qui vous met dans un état optimal de santé. Et cet état de santé optimal se mesure à travers les paramètres sanguins que vous allez bien sûr faire par des prises de sang, je ne vais pas y revenir dessus, des paramètres morphologiques, votre IMC, la qualité de vos tissus, comment ils évoluent, des paramètres biologiques liés à votre état quotidien, votre énergie au réveil, votre état digestif, votre stabilité énergétique tout au long de la journée, la qualité de votre sommeil, votre bien-être émotionnel, etc. Mais aussi évaluer en même temps vos capacités physiques. Comment est votre endurance, votre force, votre souplesse, votre capacité à vous maintenir en équilibre, à coordonner vos mouvements, l'état du système nerveux. Tout ça sont des indicateurs de santé et ce sont pour moi les meilleurs indicateurs de votre évolution, de votre niveau de vitalité. Voilà ce qu'il faut observer lorsque vous allez vous impliquer dans un mode alimentaire. Alors les conclusions et les changements que je ferai aujourd'hui, que j'ai déjà mis en place pour moi aujourd'hui. Alors, je sais que je reviendrai par moments en cétogène strict, plutôt dans des périodes hivernales où les besoins caloriques, les besoins en graisse sont augmentés par rapport au froid, etc. Et le fait aussi qu'il y ait moins de fruits de saison. Et voilà, je profite aujourd'hui d'une alimentation plus basée sur les végétaux d'été, sur un petit peu de fruits réintroduits, plutôt que des graisses que j'ai largement diminuées. Donc, premier point, aller vers un céto plutôt de type Atkins. C'est ce qui me convient le mieux. C'est donc pour moi là que je vous indique les choses, hein.
Aujourd'hui, j'ai choisi de consommer un petit peu plus de protéines, un petit peu moins de graisse. Donc, on est dans une alimentation type Atkins, en augmentant donc un petit peu mes apports de viande, d'abats et surtout de produits marins. Et aujourd'hui, je ne cherche plus à atteindre des quantités de graisse que je trouve démesurées et qui ne sont pas forcément utiles pour moi. J'en rajoute toujours un petit peu à mes plats. On verra que j'ajoute toujours un petit peu de beurre, un petit peu d'huile d'olive, des choses comme ça, mais je ne suis pas dans une recherche d'un chiffre précis à atteindre. Les protéines, comme les viandes, etc., on vous parle souvent de néoglucogénèse, mais en réalité, elles ne perturbent pas tellement la cétose dans certaines quantités, bien sûr. Je ne suis pas pour une prise de 2 grammes par kilo de poids de protéines par jour. Je ne suis pas même pour une prise au-delà de 1,6 g par kilo de poids, même pour un sportif de bon niveau. Je pense qu'entre 1 et 1,5, c'est vraiment l'idéal, voire même 0,8, sachant qu'il y a des adaptations, des compensations que le corps fait très bien lorsqu'on baisse ses apports protéiques. Bien sûr, il faut qu'il soit correcte et minimale de sources protéiques très bien assimilables et surtout très complètes pour l'organisme. Alors les sources de graisses saturées restent excellentes pour nous tous et nous fournissent vraiment des apports énergétiques qui sont intéressants. Mais elles ne fournissent pas autant de nutriments que les viandes, que les poissons, les coquillages ou les abats. D'autre part, elles peuvent, dans un certain contexte hypercalorique, avoir une action inhibitrice sur une enzyme cellulaire dont je vous ai déjà parlé, qui active la lipolyse. Et donc, dans ce cas-là, vous inhibez ce mécanisme de lipolyse. Et donc, ça peut être problématique pour ceux qui stockent facilement. Donc, si vous cherchez la perte de poids, trop de graisse après une phase de cétoadaptation où il faut quand même maintenir des taux de graisse importants, mais trop de graisse après cette phase-là peuvent limiter votre déstockage et faire en sorte que vous allez grossir, chose que tout le monde ne recherche pas forcément. C'est d'autant plus vrai que vous sortiez de cétose, par exemple, et que vous vouliez retourner dans un métabolisme glucidique, comme moi, par exemple. Et donc, si vous voulez en plus perdre du poids, vous allez devoir rechercher le brûlage des sucres, plus le brûlage des graisses. Et le fait d'apporter trop de graisse dans votre alimentation, à ce moment-là, va être inhibiteur de cette lipolyse et vous empêcher cette perte de graisse. Je ne suis pas dans l'esprit de compter les calories, mais d'ajuster ces apports caloriques, ces apports de graisse et de glucides en fonction de vos besoins de prise ou de perte de graisse, de prise ou de perte de poids. Donc, trop de graisse saturée retenue dans un contexte d'abondance calorique peut entraîner une résistance à l'insuline même et faire en sorte que vous allez prendre du poids. Alors attention, ça n'a pas été mon cas. J'ai augmenté un peu mes calories pendant cette phase de cétogène. J'ai eu par contre une insuline qui a chuté, un HbA1c, une hémoglobine glyquée qui a diminué. Donc je n'ai pas fait de résistance à l'insuline malgré l'augmentation des graisses que j'ai prises. Je ne suis pas en train de vous dire que les graisses augmentent la résistance à l'insuline. Pas du tout, c'est même l'inverse qui est observé. Mais par contre, certaines personnes, et en particulier celles qui ont déjà un diabète, par exemple, un syndrome métabolique, déjà une résistance à l'insuline, ou si vous sortez de cétogène et que vous consommez beaucoup de glucides à côté, eh bien, il vous faudra diminuer les apports de graisse pour pouvoir retrouver une meilleure sensibilité à l'insuline ou la baisser et perdre du poids. Donc, mieux vaut augmenter, si vous êtes dans ce cas-là, vos protéines et diminuer vos graisses saturées. Certains qui font du cétogène à moins de 5 grammes de glucides et 20% des apports énergétiques pour les protéines, 75% pour les graisses, vont voir leur stéatose hépatique diminuer, leur diabète disparaître. Et c'est très bien le cétogène pour ces personnes-là, même si elles ont beaucoup, beaucoup d'apports de graisse parfois. Mais si votre apport total calorique est trop important, eh bien, des apports de fromage, de crème fraîche, de beurre, d'œufs en trop, etc., voire de graisses polyinsaturées, attention, je parle des oméga 3, même des oméga 6, même des monoinsaturés comme l'huile on verra tout à l'heure, d'huile d'olive, peuvent amener des excédents caloriques qui vont entraîner une prise de poids.
Ce que l'on constate, c'est qu'on peut perdre du poids, mais aussi avoir certains marqueurs comme les triglycérides ou du LDL, par exemple, qui peuvent augmenter chez certaines personnes. Alors, c'est normal, puisque quand vous êtes en cétogène, vous allez avoir besoin de transporteurs de graisse, mais cela ne veut pas dire que vous allez devenir résistant à l'insuline. Par contre, il y a des personnes qui vont voir leurs triglycérides augmenter tout de même parce que leur corps, leurs cellules adipeuses, sont incapables d'assimiler ces graisses puisque leurs cellules sont déjà saturées de graisse, résistance à l'insuline. Et si on rajoute des graisses pour ces personnes, momentanément, elles peuvent regrossir. Même si, à long terme, avec une alimentation cétogène, on peut redevenir sensible à l'insuline et perdre du poids, mais les dosages en graisse seront différents. Donc attention, hein, je répète, je ne dis pas que la graisse rend résistant à l'insuline, surtout dans un régime strict céto, c'est l'inverse qu'on observe, mais chez des personnes qui sont déjà résistantes à l'insuline, se lancer dans un régime cétogène trop riche en calories et en graisse pourra, dans un premier temps, faire augmenter le poids. Donc soyez patient à ce moment-là et n'exagérez pas sur les apports de graisse. Pour moi, je pense davantage me contenter des graisses simplement issues des viandes, des œufs, des fromages que je consomme, sans être obligé de rajouter dans les plats trop de crème, trop de beurre, et voilà, me contenter d'un apport aujourd'hui de ces graisses qui se trouvent naturellement dans les aliments que l'on peut consommer. Alors, un petit point maintenant, le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, le deuxième ajustement que j'ai vraiment fait, c'est revenir sur la qualité des graisses. Dans les régimes cétogènes, attention, que ce soit même dans le régime cétogène, low carb ou autre, je ne conseille plus de consommer des graisses polyinsaturées. Que ce soit des acides gras donc polyinsaturés issus des huiles de graines, des oléagineux, des céréales, que ce soit des oméga 3, des oméga 6, ces acides gras polyinsaturés ont 2 grands inconvénients. Un, c'est qu'ils activent des récepteurs cannabinoïdes qui influencent notre appétit négativement, c'est-à-dire qu'ils nous modifient notre satiété, en particulier en jouant sur la gréline, et donc influencent notre sensation de faim en nous donnant une fausse faim, à la différence des acides gras saturés qui amènent plus rapidement de la satiété. Et puis, leur deuxième inconvénient, c'est leur fragilité, le risque d'oxydation très important, et ils libèrent beaucoup de radicaux libres qui sont très oxydants, et en particulier si vous exposez au soleil, vous risquez d'avoir vraiment des grosses oxydations et des pertes d'antioxydants dans votre organisme. Donc attention aux excès d'oléagineux, de graines, d'huile de graines, de margarine, quelques noix de macadamia ou de noix de Grenoble de temps en temps ne vont pas, vous perturber, hein, on est bien d'accord. Je parle d'en manger tous les jours, à tous les repas. Voilà, ça ne sont pas des aliments qui, pour moi, sont adaptés. Donc les graisses devraient être, naturellement se retrouver dans votre alimentation. Pas inutile de rajouter, que ce soit des monoinsaturés, des polyinsaturés ou trop de saturés, comme on pourrait rajouter ou de la crème de coco ou faire des fat bombs en grande quantité. Oui, dans la phase de céto-adaptation, pas nécessairement. Après, à chacun de trouver les quantités de graisse dont il a besoin. Certains, ça va être 80 grammes en plus ajoutés, d'autres 60 grammes, d'autres 120, d'autres 200 grammes. Il y en a qui fonctionnent très bien avec 200 grammes de graisse ajoutée, mais en tout cas, ça n'est pas mon cas. La question, c'est pourquoi ajouter autant de graisse? On va vous dire pour faire monter les corps cétoniques. Oui, mais pourquoi? Ces corps cétoniques ont certes des vertus thérapeutiques, soit sur le cerveau, sur la libération de radicaux libres diminués, sur l'état anti-inflammatoire, on l'a dit. Vraiment, les cétones, ce sont des molécules magiques. Mais pourquoi arriver à 2 millimoles? Pourquoi arriver à 2,5 millimoles? Pourquoi pas se contenter de 0,8, 1 millimole si vous n'avez pas de pathologie à régler? Moi, c'était mon cas, donc je ne vois pas l'intérêt d'apporter des grosses quantités de corps cétoniques dans mon corps, même s'ils ont des propriétés très intéressantes et je ne suis pas contre en apporter beaucoup, mais ça se fait au détriment, enfin, je veux dire pas au détriment, mais avec l'obligation de consommer des énormes quantités de graisse, qui est pas évident toujours à digérer. Et je trouve que ces apports-là ne sont pas forcément intéressants, du moins n'en valent pas le coup pour tout le monde. Donc, des choses à ajuster à ce niveau-là, pour moi.
et j'ai ajusté donc mon alimentation en baissant les graisses, mais j'ai compensé donc en ajoutant un petit peu de glucides. Je suis aujourd'hui entre 100 et 120-140 grammes maximum de glucides par jour sous forme de fruits essentiellement, un peu de chocolat noir toujours et quelques produits laitiers, voilà et quelques, on va dire, moments plaisir où je rajoute une céréale, même un bout de pain de temps en temps, avec un peu de beurre pour me faire plaisir dans un contexte où je dépense une certaine quantité de calories tous les jours, hein, mais avec bien sûr, voilà, des aliments toujours bruts, sains, et cetera. 3e ajustement, je trouve qu'il est important de varier les sources de nutriments pour couvrir tous les besoins en micronutriments, vitamines, oligos, minéraux. Alors, même dans un régime strict carnivore, il y en a, ils vont vous dire: «On a tous les apports en minéraux, en vitamines» et cetera. Ce qui est vrai et on peut très bien vivre dans un régime carnivore, comme on peut pratiquement vivre complètement en régime frugivore, végétalien même, avec une petite compensation en vitamine B12 au bout de quelques années, un peu de taurine. Bon, il n'y a pas tous les éléments, mais on peut y arriver quasiment, avec tous les régimes aujourd'hui. Néanmoins, dans une approche optimale, je pense qu'il est plus facile d'avoir tous les apports facilement, simplement, sans être obligé de se complémenter, en ayant une alimentation relativement variée. C'est pour ça que même en cétogène, je n'ai pas été dans un régime carnivore strict où j'ai supprimé tous les végétaux. Je pense que même si les végétaux posent certains inconvénients, en particulier à travers, vous savez, maintenant les apports de lectine, d'acide phytique, d'antinutriments, etc., et que parfois il faut les supprimer. Je pense que quand tout va à peu près bien, vous en gardez une petite quantité pour être sûr d'avoir tous les apports nutritifs comblés. Et c'est facile. Alors attention, on n'est pas obligé de les avoir si on a un apport derrière de produits marins importants, d'eau de mer, voilà. Mais pourquoi pas prendre un petit avocat de temps en temps, un peu de légumes verts, un peu de légumes lacto-fermentés, surtout que vous aurez une plus grande variété de votre microbiote, ce qui signifie que vous adapterez mieux si de temps en temps il y a des écarts. Et je pense qu'on peut sortir de temps en temps des routines et que nos ancêtres ont été adaptés, se sont adaptés à des prises de végétaux beaucoup plus coriaces que ce qu'on trouve aujourd'hui, même si, attention, je ne suis pas du tout dans la promotion d'un excédent de végétaux, de fibres, etc. N'allez pas vers des végétaux trop riches en antinutriments, avec des concentrations très élevées, comme on peut les trouver dans les oléagineux, dans les légumineuses. Tout ça doit rester des apports exceptionnels, ou dans des farines d'oléagineux, hein, qui sont très gênantes, comme je l'ai déjà dit. Et puis, je préfère chercher ma densité nutritionnelle dans des aliments comme des abats, comme quelques végétaux crus de temps en temps, ou même des laitages de bonne qualité qui sont intéressants pour moi. Voilà, donc je n'exclus plus rien de mon alimentation, mais attention, je reste dans une dominante carnée, animale, hein, plutôt basée sur les produits animaux et avec comme complément alimentaire pour moi les végétaux. Voilà, et les produits laitiers qui restent une base intéressante, sachant que tout le monde ne peut pas les digérer, hein, voilà, il faut quand même l'accepter aussi. 4e ajustement, même en cétogène, pour moi, il faut sortir de la phobie des glucides. Les glucides ne font pas systématiquement sortir de cétose s'ils sont pris en quantité modérée autour de phases de dépense énergétique. Si vous faites des entraînements physiques, comme ça a été mon cas, eh bien, réintroduire un petit peu de glucides avant ou après l'entraînement, sous forme de fruits, hein, bien sûr, de fibres, ou même de riz, de tubercules. Pourquoi pas 20, 30, 40 grammes à un moment donné. Ça vous donnera un peu plus de pêche, ça vous reconstituera votre stock de glycogène et vous apportera une meilleure adaptation pour des efforts un peu plus intenses et vous donnera un peu plus de sensation d'énergie, d'euphorie qui est vraiment intéressante. Du moins, ça a été mon expérience. Surtout si vous êtes de tempérament plutôt rétracté, j'explique ça dans mes formations, c'est-à-dire que les glucides sont plus adaptés à des tempéraments rétractés, des personnes qui ont des fibres musculaires plutôt lentes. Pour des tempéraments un peu rétractés, moi je suis pas loin du musculaire, mais j'ai remarqué que pour eux, un petit apport de glucides à un moment donné peut vraiment être intéressant. Alors les glucides donnent en plus un signal d'abondance au cerveau
comme si on tombait par exemple sur une ruche, une période estivale où des baies apparaîtraient dans la forêt, hein, en période paléolithique. Et donc ce message, cette information d'abondance peut être un état un petit peu d'euphorie pour l'organisme et améliorer le métabolisme d'ailleurs et produire plus facilement de l'énergie. Alors, il y en a qui vont vous dire: «Mais oui, mais les glucides, certains nous expliquent qu'ils sont pro-inflammatoires». Alors attention, nuance, une alimentation, qu'elle soit riche en glucides, par rapport à une alimentation riche en protéines, n'augmente pas les marqueurs de l'inflammation. Hein, la CRP ou d'autres marqueurs inflammatoires ne sont pas augmentés parce que vous augmentez votre consommation de glucides ou votre consommation de protéines ou même de graisses. Ce qui augmente l'inflammation, c'est de prendre du poids, c'est d'être gros, d'avoir une masse adipeuse et surtout une graisse viscérale importante. Là, vous allez avoir des marqueurs inflammatoires augmentés et ne considérez pas les protéines, les glucides ou encore moins les graisses comme des sources d'inflammation. C'est l'insuline chroniquement élevée associée à un cortisol chroniquement élevé qui, dans ce contexte-là, donc de résistance à l'insuline, avec un stockage de graisse, qu'elle soit périphérique ou viscérale, va augmenter l'état inflammatoire. Donc, perturber votre immunité et poser des problèmes qui vont ensuite, plus tard, peuvent amener effectivement des maladies chroniques. D'où l'importance d'avoir des moments où votre insuline va redescendre et avoir des plages relativement longues où cette insuline va être suffisamment basse pour redonner de la sensibilité à vos cellules, sans faire chuter, bien sûr, votre métabolisme. Donc, on va être partagé par des périodes de jeûne. Moi, je suis pour garder des petites périodes de jeûne occasionnelles pour laisser souffler l'organisme, retrouver cette sensibilité à l'insuline et bien sûr, pas systématique, c'est-à-dire avoir des phases de jeûne intermittent qui soient aléatoires, des périodes où vous allez manger 2 fois, 3 fois par jour, peut-être des fois 4 fois et des périodes peut-être manger qu'une fois par jour et puis peut-être une fois dans l'année, faire un jeûne un peu plus prolongé comme un petit reset. Donc ne cherchez pas non plus à toujours vouloir augmenter ce métabolisme. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pensent qu'il faut toujours avoir le métabolisme au taquet, être tout le temps dans la surconsommation, l'anabolisme, brûler, 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 et le catabolisme en même temps. Enfin, on a l'impression que si on n'est pas dans des périodes où votre corps fonctionne un peu au ralenti, eh bien, on va faire chuter notre métabolisme définitivement et on va moins bien se porter. Non, c'est pas parce que vous sautez un repas que votre métabolisme il va chuter et il va pas se stabiliser à quelque chose de correct. Donc, attention, ne pas chercher à toujours manger des quantités importantes, avoir tout le temps des apports caloriques au-dessus de 2000, 2500, 3000 calories, avec une alimentation très riche en graisses, en protéines, etc. Parce qu'on vous dit toujours augmenter, augmenter votre métabolisme. Mais attention, votre métabolisme est fait pour être stimulé à des moments bien précis, pas que en mangeant beaucoup, aussi par l'exercice, par l'hormèse, l'exposition au soleil, mais votre corps a aussi besoin de moments, de phases de repos digestif, de repos physique qui sont aussi nécessaires. Le moins fait aussi parfois le plus. Les personnes donc à la plus longue longévité, pensez-y toujours, n'ont pas des apports caloriques au-dessus de la moyenne. C'est même souvent l'inverse. Mais ils ont peut-être un métabolisme de base qui est exceptionnel. On est bien d'accord qu'ils sortent de la norme, hein. En tout cas, ne faites pas chuter votre métabolisme sur de trop longues périodes. Je ne suis pas pour l'hypocalorie, bien sûr. Ayez toujours une alimentation qui vous apporte tous vos calories, qui répondent à vos besoins, mais de temps en temps, laissez votre corps au repos, ça lui fera aussi beaucoup de bien. On est fait pour une alimentation de type aléatoire. Qui a dit qu'on devait avoir toujours 3 repas par jour, 2 repas, 1 repas, 4 repas? On ne sait pas. Mais en tout cas, on sait que nos ancêtres, eh beh, sont, faits pour avoir des périodes où ils ne mangent pas, ils vont chasser, le ventre vide. D'autres périodes, ils vont être dans des périodes d'abondance où ils vont faire des stocks, des réserves et c'est très bien comme ça. Donc, réintroduire des glucides, oui, pour ceux qui veulent, bien sûr, en limitant bien sûr les glucides qui fermentent facilement, qui apportent trop d'antinutriments. Donc moi, j'ai opté pour des fruits, des baies en particulier, un peu de riz blanc, un petit peu de tubercules, hein, occasionnellement et puis, des légumes cuits, hein, qui en apportent aussi et depuis que j'ai réintroduit tout ça, sans complément alimentaire, je n'ai plus mes petites crampes,
je n'ai plus mes palpitations, je suis plus performant à l'effort, je n'ai plus d'essoufflement dès que je montais des escaliers, je n'ai, bien sûr pas besoin de compléments type sel, hein, que je prenais obligatoirement avant et je me contente d'un peu de collagène de temps en temps, parfois un peu de créatine dans des périodes de prise de masse musculaire. Bon, je ne l'ai pas encore refait, mais je pense le faire par moment. Voilà, donc je travaille avec une marque particulière. Si ça vous intéresse d'être aussi suivi pour la complémentation nutritionnelle, je fais ça dans la formation que je propose. Dernier point, avant de conclure sur ces chapitres d'alimentation cétogène, attention à la mesurette. En cétogène, comme dans tout le milieu de la nutrition, la naturopathie, etc., on trouve aussi beaucoup de personnes qui sont très à cheval sur les mesures. Attention, on ne vit pas en fonction des chiffres. Se piquer tous les jours, vérifier vos cétones, votre glycémie, faire des analyses de sang tous les 2 mois. OK. Ces mesures sont des outils de connaissance de vous qui sont, c'est vrai, au début, indispensables pour apprendre à vous connaître, pour connaître l'impact métabolique de votre mode de vie sur vous. Mais sérieusement, arrêtez de faire ça toute votre vie. Une fois que vous avez stabilisé les choses, que vous connaissez, que vous maîtrisez l'impact de certains aliments sur votre glycémie, les corps cétoniques, ou votre santé en général, vous n'avez pas besoin de faire des mesures quotidiennes. Donc, ne confondez pas le but qui est la santé, vivre et le moyen, mesurer. La finalité n'est pas d'avoir une glycémie à 0,8, d'avoir des corps cétoniques à 1,5 minimum. C'est de bien vivre, c'est de bien vieillir sans inflammation, sans pathologie métabolique, d'être en forme. Donc, pour certains qui sont atteints de maladies métaboliques, qui veulent s'investir dans un nouveau régime alimentaire, un nouveau mode de vie, oui, je suis d'accord, bien sûr, j'explique ça dans mes formations. On prend les mesures au début, on les fait sérieusement pendant un temps, mais une fois qu'on a ajusté son mode de vie, qu'on a ajusté son régime alimentaire, son hormèse, son héliothérapie, son grounding, ses expositions au froid, au chaud, etc., eh bien, on sait comment on réagit et on n'a plus besoin de ces mesures. Donc, pour les autres, pour les personnes qui, comme moi, vivez, mangez sainement, faites du sport, etc., ne soyez pas obnubilés par les chiffres tout le temps. Chaque fois que vous mangez, un glucomètre sous forme de patch à avoir tout le temps, déjà c'est cher, c'est quelque chose de coûteux, c'est très bien pour une expérience. Moi, j'ai aimé faire ça, par exemple, lors d'un jeûne, suivre une personne que je vous montrerai qui a fait ça, s'est suivi de glycémie pendant un séjour de jeûne. Eh bien, c'est vraiment intéressant, hein, cette expérience-là. Au début du cétogène, c'est très important de faire ça. Mais attention, pour un diabétique, c'est très important de faire ça très régulièrement. Mais une fois que vous connaissez vos mesures, vos impacts, etc., libérez-vous de ce stress supplémentaire, de cette mesure et vivez un moment. Faites une prise de sang tous les 5-6 mois et puis vous ajustez les choses en fonction de ça. Voilà. Mais au début, c'est important, je suis d'accord, de se connaître, mais après, ce n'est pas nécessité. D'autre part, toutes ces mesures sont parfois aussi trompeuses. Par exemple, la relation entre l'index glycémique, la charge glycémique et le poids, le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc., n'est pas aussi évidente que ça. On vous fait des théories sur les maladies métaboliques qui seraient en relation avec les aliments que vous mangez qui sont très élevés en charge glycémique, etc. Mais pour des personnes ayant un bon métabolisme, qui font du mouvement régulièrement, qui ont une vie relativement saine, un bon sommeil, etc., des apports de glucides sains, comme les fruits, les amidons, les tubercules, un peu de riz de temps en temps, ne vont pas induire de résistance à l'insuline. Ça veut dire que dans le cas d'une alimentation bien pensée et adaptée à vos besoins, la notion d'index glycémique, d'index insulinique n'a pas la même valeur. Un aliment n'a pas le même impact sur le corps parce qu'il a un tel ou tel chiffre en fonction, bien sûr, on verra des personnes. Il y a des personnes qui vont consommer du riz, ils vont avoir une glycémie qui va monter très haut, et d'autres qui vont consommer du riz et vont avoir une glycémie qui va très élevée. Ils vont avoir une glycémie lissée. Donc attention, l'impact des aliments diffère aussi d'un individu à l'autre. Et c'est là encore cette notion d'individualisation qui est essentielle, et c'est mon dernier point.
Le point de vue de la médecine fonctionnelle, les gens ont tendance à se diriger vers la médecine fonctionnelle et moi, j'y vois pas d'inconvénient, sauf que la médecine fonctionnelle qui, vous savez, fait des bilans génétiques pour déterminer votre profil génétique et orienter ensuite votre alimentation pour que celle-ci, que votre mode de vie soit le plus adapté à votre génétique. Pour moi, ce bilan-là n'est pas foncièrement nécessaire. Pourquoi? Parce que, alors d'abord, il est hyper coûteux, mais pour déterminer si ce que vous mangez, est adapté à vous, il y a d'autres façons d'y arriver. Pour savoir si vous êtes fait pour consommer 100 ou 200 grammes de glucides, si vous êtes fait pour digérer telle ou telle quantité d'amidon, de métaboliser telle quantité de graisse, et cetera. L'idée est vraiment séduisante sur le papier, mais on ne peut pas évaluer tous nos gènes et il existe tellement de combinaisons, d'interrelations entre nos gènes qui se comptent par milliers, qui interagissent entre eux, qu'on n'arrivera jamais à rentrer dans cette complexité-là. Donc le plus simple pour moi, c'est d'expérimenter un mode de vie, un mode alimentaire, durant un temps raisonnable suffisamment long pour observer des changements en vous, que ce soit un régime alimentaire, on est d'accord, hein, que ce soit un régime cétogène, low carb ou riche en glucides. Je suis même pas contre ces régimes riches en glucides, moi, hein, qui limitent aussi les graisses, d'expérimenter, d'y adjoindre des techniques de santé comme le mouvement, l'héliothérapie, l'exposition au froid, au chaud, la respiration, d'éventuellement prendre des compléments alimentaires, de tester et de regarder quels sont les effets sur votre vitalité, sur votre morphologie, sur vos paramètres de force, d'endurance, d'équilibre, de souplesse, sur votre niveau d'inflammation, sur vos paramètres biologiques, etc. C'est cette approche-là que je vous propose, moi, d'expérimenter dans mes formations, dans Ancestral Metabolism Revive, hein, pour bien connaître votre fonctionnement métabolique et ensuite l'ajuster en tâtonnant régulièrement. Vous ne pourrez pas faire l'économie de tâtonnement, de toute façon, dans un changement de mode de vie. La santé se gagne dans la simplicité, la durée et l'individualisation, bien sûr. N'oubliez pas que l'alimentation n'est que le troisième pilier de la santé après le mouvement, après l'équilibre psycho-émotionnel. La santé n'était pas déterminée entièrement par l'alimentation. Et j'ai appris aussi à ne pas oublier de vivre, garder ma vie sociale, ma vie sportive, mon contact avec la nature, ne pas avoir peur de sortir de la routine et surtout ne pas avoir de croyances limitantes. Allez, prenez soin de vous, personne ne le fera à votre place, continuez de m'encourager, merci pour vos commentaires. Faites-moi part aussi de vos expérimentations et pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin et me soutenir, eh bien, vous savez que vous avez à disposition mes 30 ans d'enseignement synthétisés dans des formations qui sont à disposition sur le site alsacenaturo.com ou en me contactant directement sur jbnaturo@orange.fr. 30 ans d'expérimentation que j'ai remis dans une ou deux formations et d'autres bien plus complètes. Et donc, ces formations que j'ai appelées Ancestral Metabolism Revive seront disponibles là en septembre 2024 avec toutes les connaissances que vous pouvez avoir sur la nutrition, le métabolisme, les différents donc, modes paléo, cétogènes, l'impact des nutriments sur la santé, la physiologie du jeûne aussi qui est très importante pour ceux qui veulent conduire des jeûnes ou qui veulent les pratiquer sur eux-mêmes, le earthing, l'hormèse, les analyses sanguines, l'héliothérapie, tout ça dans une seule formation, un package que j'ai fait sous forme de vidéos PowerPoint que vous pouvez vous procurer en me contactant. Voilà, tout ça à des prix vraiment très abordables. 2 jours d'un stage de formation, vous l'avez pour 181 €. Ancestral Revive sera en promotion en septembre à 380 € au lieu de 450 €, le prix définitif. Mais dans cette formation, vous avez 20-30 heures d'écoute sur des thèmes très, très élargis. Et puis la formation sur l'exercice physique qui est déjà à disposition et extrêmement complète que je vous laisse découvrir sur alsacenaturo.com. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos passionnantes pour vous, je l'espère. À très bientôt.